Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 octobre 2021 et nous allons commencer ce point hebdomadaire. Nous allons essayer de répondre à cette question face à la baisse considérable des marchés, une baisse qui a plusieurs sources. Nous allons parler de ces raisons et donc la question est, la correction du marché est-elle terminée? Le but étant d'y répondre. Nous allons également parler du rapport sur l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP. Nous en avons pris connaissance vendredi dernier, comme chaque premier vendredi du mois, et nous allons essayer de voir si ce NFP, largement en dessous des attentes, 194 000 créations d'emplois contre 500 000 attendus, est-ce que ce chiffre décevant va pousser la Fed à agir? Donc nous allons essayer de répondre également à cette question. Avant toute chose, nous allons débuter cette présentation par un traditionnel rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal, nous allons passer directement sur les principales actualités de ce début de semaine. Tout d'abord, un pétrole qui ne cesse de grimper. On atteint des résistances clés hein, très prochainement. On notera également les contrats à terme sur le charbon chinois qui atteignent des sommets. Il y a des inondations à l'heure actuelle qui paralysent la production au moment où elle est le plus nécessaire, hein. On va voir justement les différents stocks en Chine. Ensuite, Evergrande qui marquera, probablement son troisième coupon offshore, hein, cette fois, qui manquera pardon, son troisième coupon offshore, mais cette fois-ci sur 148 millions de dollars. Mais les marchés passent outre. Evergrande n'est plus la préoccupation des investisseurs. On est passé à autre chose, on a, assisté à un fort rebond, des indices à la fin de semaine dernière. Alors, cette semaine sera également importante en termes de publications. Alors la semaine dernière, c'était le NFP qui était sous les feux de la rampe. Cette fois-ci, ce sera le FOMC, le compte rendu, le procès-verbal du FOMC ce mercredi. On se concentrera également sur l'inflation américaine, mercredi également. Hem les données sur les ventes et de nombreux discours de banquiers centraux. Voilà pour l'actualité de ce début de semaine. On passe à ce NFP qui a été encore une fois décevant. Que va faire la Réserve fédérale américaine face à un chiffre largement sous les attentes? On va essayer de décortiquer ce rapport NFP pour voir s'il est vraiment aussi mauvais que laisse penser cette donnée de 194 000, il me semble, largement sous les attentes de 500 000. Alors effectivement, voici les attentes, pour le mois de septembre, 500 000. Le chiffre publié, 194 000 créations, d'emplois non agricoles en septembre aux États-Unis, malgré une révision considérable les mois précédents. C'est une publication qui est, incontestablement, décevante. Mais, car il y a un mais, il y a d'autres données qui sont, rassurantes. Alors si on n'avait que ce chiffre-là, est-ce que cela empêcherait la Réserve fédérale de commencer dès maintenant son tapering? La question pourrait se poser, mais il y a, donc comme nous l'avons dit, d'autres données qui laissent à penser que ce ne sera pas le cas. Notamment, on a ici l'amélioration du taux de chômage. On est passé à 4,8, un chiffre, meilleur que ce que prévoyait le consensus. On a également le rapport optimiste, de l'ADP, et tout cela montre que le marché du travail se porte bien. On notera, hein, tout de même que le NFP reste très volatile, d'un mois à l'autre, et on notera également cette hausse des salaires, une augmentation, des salaires qui soutient, le début du processus, de tapering. Donc effectivement, en ne prenant en considération que ce chiffre du, changement d'emploi non agricole à 194 000 largement sous les attentes, cela devrait empêcher la Réserve fédérale américaine d'entamer son tapering. Mais les autres données, nous l'avons dit, notamment le taux de chômage, aux États-Unis, mais également l'augmentation des salaires qui est en nette augmentation, et le rapport optimiste de l'ADP, tout cela fait que, effectivement, le début du tapering, est imminent. On notera donc, on va essayer de voir, hein, les différentes données, ce qui a pesé sur ce rapport, NFP, et sans conteste, il s'agit du secteur public. Un secteur public qui pèse sur la donnée, globale des non-farm, payroll. C'est très certainement une baisse à court terme, de courte durée, de l'emploi temporaire, jusqu'à bien entendu que la limite de la dette soit relevée. Donc c'est un problème temporaire, un problème qui devrait, s'effacer très prochainement. Il y a également, les conditions météorologiques, les ouragans de septembre, hein, qui ont eu un certain impact sur l'emploi, aux États-Unis, et ce que l'on notera,
également, c'est, voilà, donc ici, cette ligne, ça représente l'industrie automobile qui commence à ralentir et ça a un impact sur les données. On le voit ici avec des destructions, d'emplois et donc ça montre, hein, les problèmes croissants du côté de l'offre. Donc voilà pour, le détail de ce rapport, NFP. On va passer au focus de la semaine. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est la fin de la correction baissière? Et on va essayer de voir, hein, par rapport, au passé, on va essayer de voir les différents risques, hein, qui pèsent, sur les marchés. Alors, prise de bénéfice ou réelle correction? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a assisté à cette, prise de bénéfice, la quatrième pour le Nasdaq, la troisième pour le, S&P, 500, mais on ne peut pas qualifier cela de correction baissière. On qualifie cela pour le moment de prise de bénéfice et ça le restera parce qu'effectivement, une réelle correction doit atteindre les 10, au minimum, 8 lorsqu'il s'agit, d'une petite correction pour le S&P 500. On était bien loin des 10, on a légèrement dépassé les 6 et donc ce n'était visiblement qu'une prise de, bénéfice. À noter également que d'un point de vue historique, ici on a plusieurs graphiques, hein, on retrouvera tout en haut le, S&P 500, en orange on retrouvera non pardon, le Nasdaq, en orange le S&P, 500, ici le Russell 2000 et nous n'avons pas le Dow Jones, hein, par contre. Donc ce qu'il faut noter, c'est que lors de telles, prises de bénéfices, des replis, de moins de 8 bien entendu, on a eu une reprise de la tendance haussière dans les 12 prochains mois. Alors c'est large, effectivement, c'est vaste, mais il faut s'attendre à une reprise haussière des marchés, des indices, étant donné que ce n'était qu'une prise de, bénéfices. Alors quelle est la cause justement de cette prise de bénéfices? Des causes, il y en a plusieurs. Tout d'abord, et selon moi la plus importante, parce que ça a un impact, bien entendu sur l'inflation, ça pourrait rendre cette inflation qualifiée de transitoire par les représentants de la Réserve fédérale américaine en transition persistante, c'est la crise énergétique. Les investisseurs ont effectivement salué les assurances de Poutine, Poutine qui est venu, qui a volé au secours du secteur de l'énergie et qui va notamment soutenir l'Europe dans cette crise. Les prix restent tout de même élevés, et il y a des menaces persistantes de pénurie. Donc ça, c'est concernant la crise énergétique, une crise énergétique qui se reflète sur l'inflation et qui pourrait rendre cette inflation plus persistante. Il y a eu ensuite Evergrande. Alors bon, on est passé outre, effectivement, la situation s'est calmée, mais l'effondrement du groupe Fantasia montre que le risque d'effets secondaires, d'effets domino de la restructuration d'Evergrande reste important. Et il y a, troisième cause de cette prise de bénéfices, le tapering, hein, la Fed qui commencera à réduire son programme d'achat d'obligations à partir du mois de novembre. Mais justement, on en a parlé la semaine dernière, pardon, au moment où le Trésor émettra davantage. Donc c'est ici le troisième facteur de la prise de bénéfice. Premier facteur, crise énergétique. Second facteur, Evergrande. Et troisième facteur, le tapering. Le graphique de droite nous montre les prix du gaz au Royaume-Uni pour des livraisons novembre, décembre et janvier. Vous voyez cette explosion des cours du gaz naturel, une crise énergétique qui pourrait se propager, qui se propage peu à peu à toute l'économie. Et on va voir d'ailleurs, pour une fois, les conditions météorologiques n'auront pas seulement un impact sur les matières premières. Cette année, cet hiver, les conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur toute l'économie. Ce sera le prochain slide. On va déjà parler d'autres zones, de l'Asie notamment. On a beaucoup parlé d'Europe, avec Poutine qui vole au secours de l'Europe. Concernant le gaz naturel, la fourniture de gaz naturel, on a vu les prix du gaz naturel au Royaume-Uni. Il faut savoir que devant vous, on retrouve ici les stocks de charbon en Chine, des stocks de charbon qui sont extrêmement bas. On est à un plus bas. On est sur le plus bas sur les 5 dernières années. Je vous rappelle qu'ici, la borne inférieure représente le plus bas sur les 5 dernières années pour cette même période. La borne supérieure représente les plus hauts des 5 dernières années sur cette même période. Et la courbe du milieu représente la moyenne sur 5 ans. On est ici sur les plus bas des 5 dernières années concernant les stocks de charbon en Chine. Et donc, dans un tel contexte, les autorités ont ordonné aux mines de reprendre la production, ce qui ne résoudra pas le problème.
Et donc, concrètement, les contraintes d'approvisionnement et la hausse des coûts de l'énergie frappent de nombreux secteurs, notamment l'emballage, la logistique, hein, qui étaient déjà confrontés à des problèmes de saturation. Donc voilà pour l'Asie. L'Asie qui fait également face à ce même problème, un problème, une crise énergétique qui est de plus en plus généralisée. Et c'est ce qui fait que les conditions météorologiques cette année, cet hiver, auront un impact sur toute l'économie. Alors, les rigueurs de l'hiver seront surveillées de près, plus particulièrement cette année. Alors, généralement, l'impact des conditions météorologiques, hein, ne se ressent que sur les matières premières, mais là, ce sera sur l'économie mondiale. On a une hausse des coûts de l'énergie dans un contexte d'inflation élevée qui fait peser un risque de stagflation. Et le déroulement de l'hiver dans l'hémisphère nord pourrait être déterminant. On n'a pas l'habitude d'en parler concernant les indices boursiers. Lorsqu'on parle météo, on en parle principalement pour les matières premières agricoles. On en parle principalement également l'hiver, hein, pour le gaz naturel. Et cette fois-ci, on va en parler pour l'ensemble de l'économie. Alors, on voit ici hem, ces 2 illustrations. Les scientifiques parlent actuellement d'une menace de vortex faible qui entraînerait un mois de janvier très, très froid pardon, dans certaines parties des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Donc concrètement, on devrait avoir un début d'hiver plutôt clément, un mois de janvier très froid, hein, comme indiqué ici par les scientifiques, et une fin d'hiver relativement douce. Alors, ce qui nous inquiète donc bien entendu, c'est ce mois de janvier qui pourrait être très rude et entraîner une hausse de la demande d'énergie à des fins de chauffage. Et face aux pénuries actuelles, ça pourrait entraîner clairement les cours à la hausse, les cours des matières premières énergétiques, et donc cela se reflèterait davantage sur l'inflation, une inflation qui serait au bout d'un moment persistante. On ne pourra plus qualifier, Jérôme Powell ne pourra plus qualifier cette inflation de transitoire face notamment à un hiver rude et une hausse de la demande de matières premières énergétiques qui explose et des pénuries un peu partout. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes qu'au mois d'octobre. On est très loin du mois de janvier. Tout peut changer, mais les scientifiques alertent dès à présent face à la pénurie actuelle de certaines matières premières énergétiques. Donc, une météo qui pourrait être au centre des préoccupations pour l'ensemble de l'économie. Alors, concernant le sentiment de marché, vous voyez le niveau que nous avons atteint. Donc, à ces niveaux-là, hein, cela indique, vous voyez, comme ici par exemple, hein, lorsque le sentiment a atteint ce niveau, c'était la fin de la prise de bénéfices, hein, le sentiment s'est redressé et les cours du S&P 500 également. Donc on a atteint ce niveau, donc un niveau de sentiment qui pourrait indiquer que c'est la fin de la prise de bénéfices, et donc on pourra assister à une reprise du marché haussier à court terme. Donc très probablement la fin de cette prise de bénéfices. On a tout de même, hein, des fondamentaux qui se dégradent. Il y a eu la vigueur du dollar, hein, qui a permis à l'indice PMI de rebondir, toujours sous l'effet de l'impulsion budgétaire et le retour des services chinois après de nombreuses restrictions. Mais l'indice industriel des principaux acteurs des principaux pays recule, alors qu'il s'agit souvent d'un indicateur avancé pour l'ensemble de l'économie. Donc c'est à ce niveau-là, au niveau de l'indice industriel, que l'on a une dégradation. Alors, bien entendu, les prochaines données montreront également l'impact des problèmes actuels liés aux matières premières. Donc, ce problème des matières premières aura un réel impact sur toute l'économie. Donc voilà pour ce point hebdomadaire. On va terminer par une revue de ce qui nous attend cette semaine, notamment procès-verbal du FOMC, données sur l'inflation et les ventes au détail. On retrouve encore l'inflation. On vous a prévenu au début de l'été que ce serait le thème pour les prochains mois. Et ça continue et ça n'est pas prêt on n'est pas prêt d'en sortir. Alors, la réserve fédérale américaine encore et toujours, qui restera sous les feux de la rampe. On a eu un NFP décevant d'un point de vue des créations d'emplois, mais de données sont largement rassurantes, l'ADP également. Et donc, le marché cherchera d'autres indices, hein, concernant les décisions de la réserve fédérale américaine. Les indices seront trouvés sur ces prochains rendez-vous. L'inflation IPC mercredi à 14h30, le procès-verbal du FOMC mercredi à 20h, l'inflation IPP jeudi à 14h30 et les ventes de détail vendredi à 14h30, l'indice de confiance, hein, d'octobre et les prévisions d'inflation vendredi à 16h. Donc vous l'aurez compris, ce qui sera
le plus surveillé, ce seront les données concernant l'inflation et ce procès-verbal du FOMC. Et il y aura également dans ce contexte-là des discours de représentants de la Réserve fédérale américaine. Et donc, on va essayer de voir quel sera le ton adopté par ces représentants après le rapport du NFP, des représentants qui prendront la parole mardi à 18h30 pour Evans et Bostic, jeudi à 18h30 et à 17h. Également à 19h et vendredi à 18h20. Donc voilà pour les discours des banquiers centraux, voilà pour ce point hebdomadaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain, mardi 12 octobre, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.